Ça a disparu. Voilà. Pour lutter contre la maladie, en particulier contre le cancer, puisque j'ai passé l'essentiel de ma carrière, soit 22 années, au Centre international de recherche sur le cancer, qui est, si vous ne le savez pas, l'organisme spécifique cancer de l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est un des rares centres qui soit purement consacré à une pathologie, mais tous les aspects de cette pathologie. Donc mes domaines d'activité de recherche ont changé au fil des années, mais le principal, ça a été bien sûr l'épidémiologie, c'est toujours l'épidémiologie du cancer. Néanmoins, les méthodes d'analyse, d'étude, d'évaluation sont les mêmes aussi pour d'autres pathologies. Et j'ai également travaillé sur les maladies neurologiques. Or, comme aujourd'hui, nous avons un intérêt peut-être en particulier dans les pesticides, là aussi, c'est utile de connaître les affections neurologiques et d'avoir un spectre plus large d'évaluation des maladies qu'une seule pathologie. Donc, l'épidémiologie, il y a plusieurs types d'épidémiologie. La première, toute simple, c'est l'épidémiologie descriptive, où on va essayer de connaître le fardeau des maladies dans un pays donné, à un moment donné. Alors ça a l'air tout bête comme objectif, mais ce n'est pas évident. Et là, par exemple, au Maroc, on a commencé à avoir, par exemple à Casablanca, un enregistrement systématique du cancer, mais il serait bien qu'il y ait aussi d'autres centres qui interviennent pour qu'on puisse avoir de meilleurs chiffres. On a quelques estimations, mais les registres du cancer permettraient de beaucoup mieux connaître cette pathologie. Et quand on connaît une pathologie, on peut mieux agir sur elle. Le deuxième volet est celui de la recherche étiologique, c'est-à-dire la recherche des facteurs de risque ou des facteurs de prévention. Non seulement compter les nouveaux cas, mais essayer de comprendre pourquoi il y a une augmentation, une diminution des différences géographiques. Donc pour cela, il faut faire des études au niveau des individus. Donc c'est une démarche qui coûte beaucoup plus cher, qui est plus longue que la simple démarche descriptive, mais qui est indispensable si l'on veut agir. Et le dernier volet, c'est l'épidémiologie évaluative. Une fois qu'on connaît un petit peu la maladie, qu'on connaît les facteurs de risque, qu'allons-nous faire? Comment évaluer si oui ou non un programme de santé va atteindre ses objectifs? Pourquoi je me suis intéressée au cancer et aux facteurs environnementaux? Eh bien, c'est parce que de 1980 à peu près, j'avais fait une IMA médecine en 78, à 2012, c'est les dernières données qui sont disponibles, j'ai vu le nombre de cancers dans le monde qui est passé de 6,3 millions à 14 millions chaque année. Donc plus que doublé. Or évidemment, pendant ce temps-là, il y a eu une augmentation de la taille des populations, un vieillissement de la population, et on dit souvent que le cancer, c'est une maladie du sujet âgé, mais ce n'est pas que cela. Parce que si on prend par exemple le cas des enfants, les cancers de l'enfant, les enfants, ils ont toujours le même âge, que ce soit il y a 50 ans ou aujourd'hui. Or, on voit chez eux une augmentation très régulière, dans les pays d'Europe où c'est bien documenté, de 1,5 par an, mais très régulière. Alors, certains disent 1% par an, c'est pas grand-chose. Enfin, sur une période de 25 ans, ça fait des chiffres considérables. Donc, pour cela, quelles sont les causes de cancer et comment ont-elles évolué au fil du temps? Il y a 3 domaines de causes du cancer. La première, dont on entend beaucoup parler parce que c'est la recherche de pointe, c'est peut-être ce qui amènera certains à avoir un prix Nobel de médecine, c'est la génétique. Mais la génétique, par exemple les femmes qui sont porteuses de mutations du gène BRCA, qui va leur conférer un risque très élevé de cancer du sein, ou de cancer du sein et de cancer de l'ovaire, donc c'est BRCA1, BRCA2. C'est vrai que c'est très fort pour ces personnes considérées, mais dans la totalité des cas de cancer, ça ne représente que 5%, 10% si on voulait vraiment forcer. Donc c'est pas ça qui est responsable de beaucoup de cas.
Et c'est encore moins cela qui a changé en 50 ans, parce que pour changer notre génome, il faut des siècles, des millénaires, au temps de l'évolution, donc c'est pas en 50 ans que la génétique change. Alors après, il y a deux autres volets qui sont parfois étroitement intriqués, qui sont le mode de vie et l'environnement. Le mode de vie, c'est le fait de fumer ou pas, de consommer de l'alcool ou pas, c'est notre alimentation, c'est le fait de pratiquer de l'exercice physique, c'est la vie reproductive, la vie hormonale des femmes. Tout cela a changé au fil du temps, dans des directions contradictoires selon les pays et selon les agents. Par exemple, pour le tabac, ça a énormément augmenté dans l'après-guerre jusqu'aux années 60, 70. Après, ça a commencé à rediminuer, par exemple aux États-Unis, au Canada, mais en même temps, ça a explosé en Afrique. Donc, c'est difficile de faire la part des choses. Et pareil pour l'alimentation. Il y a des aspects qui se sont améliorés et beaucoup d'aspects qui se sont détériorés. Donc on considère que le mode de vie à peu près représente 40 à 50% des causes de cancer. Et le reste alors, 1 sur 2, c'est quoi? Et c'est là que vient la notion d'environnement, parce qu'il n'y a pas une multitude de possibilités. Alors le problème, c'est que l'environnement, chaque orateur pratiquement le définit d'une façon différente. Et moi, je vais rester avec une définition qui est très restrictive, mais qui est, à mon avis, celle qui permettra d'avoir des actions ciblées, donc des actions efficaces. C'est d'essayer de comprendre pourquoi la présence de cancérogènes dans notre environnement, donc des composés qui augmentent le risque de cancer, qui peuvent être des agents physiques, ce sont les radiations ionisantes, les rayons X, ce sont les UV, aussi dans les radiations, les champs électromagnétiques par exemple, des agents chimiques, et là c'est la multitude d'agents chimiques qui existent dans le monde, qui vont se retrouver dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans notre alimentation, dans la terre où on fait pousser nos légumes, et qui sont également dans tous les objets que nous touchons au quotidien, les plastiques, enfin tout. Il y en a partout. Et c'est cela que l'on doit essayer d'éliminer si l'on veut avoir un facteur préventif du cancer. Donc, l'alimentation, c'est difficile à étudier parce qu'il y a ces deux aspects. Il y a d'une part l'aspect nutrition diététique, la nature des aliments que les personnes mangent, ce qu'ils mangent de la viande, du poisson, des œufs, etc. Et des légumes, des fruits. Ça, c'est ce qui a été très étudié dans les 30 dernières années, avec de très grandes études de cohortes, des études de suivi des personnes, qui portent sur des centaines de milliers de personnes. Par exemple, la plus grande étude européenne a 700 000 sujets qui sont suivis depuis maintenant 25 ans, pour savoir si oui ou non, ceux qui vont faire des cancers sont ceux qui mangent plutôt de la viande, ou au contraire, ceux qui ont une alimentation plus végétarienne. Mais le problème gigantesque, c'est que l'aspect contamination des aliments a été totalement et délibérément ignoré. Donc, dans ces grandes études qui coûtent des millions d'euros, ou qui ont coûté des millions de dollars, il n'y avait pas la moindre question, et elle n'existe toujours pas. J'ai vérifié pour l'étude européenne, j'ai appelé un investigateur juste avant de débarquer au Maroc, je lui ai dit, mais dis-moi, et la question bio, rien, il n'y a rien. Donc évidemment, ça ne nous facilite pas les choses. Et moi, petit à petit, je m'y suis intéressée parce que j'ai toujours voulu travailler avec des gens qui pouvaient faire changer les choses et des figures charismatiques. Et en particulier, je voudrais rendre hommage à David Servan-Schreiber parce que j'ai travaillé avec lui de 2006 jusqu'à son dernier souffle. Il avait le courage de travailler avec moi parce que quand il a pris contact avec moi, alors David Servan-Schreiber, vous savez, en France, c'est un nom qui est très connu. Son père, c'était un grand homme politique. Enfin bon, c'est quelqu'un de très connu. Donc un jour, il y a David Servan-Schreiber qui me téléphone et qui me dit « Je voudrais discuter avec vous de l'épidémiologie des cancers », c'est quand il était en train d'écrire son livre anti-cancer.
Et je lui dis oui, pourquoi moi? C'est une bonne question. Elle me dit, mais parce que j'ai lu vos travaux, je sais que vous avez été formé à Harvard. Je dis, ouais, bon, ok. Elle me dit, alors est-ce qu'on peut se voir? Vous venez à Paris? Je lui dis, je sais pas. Je vois pas pourquoi je prends du temps avec vous, parce que j'avais eu des interactions plutôt mauvaises avec une autre grande figure médiatique, je vous dirai pas le nom, et aussi médecin, et il m'avait dit, mais bon, non, alors là il me dit, non, mais écoutez, moi je suis pas comme ça, si vous travaillez avec moi, je vous promets, vous serez cité, non, j'ai vraiment besoin. Alors quand est-ce que vous venez à Paris? Je lui dis, écoutez, si vous êtes seulement intéressé, vous venez vous à Bordeaux me voir. Et David Servan-Schreiber a débarqué, donc tout le monde était très étonné. On a eu une réunion formidable, j'ai montré toutes les cartes de cancer dans le monde, l'histoire du cancer dans les descendants de Chinois qui changent, qui partent de la Chine et qui vont aux États-Unis et qui, avec leur patrimoine génétique qui reste le même évidemment, au fil de 2 générations, les petites filles de Chinoises, même si elles restent purement chinoises, elles ont petit à petit les risques de cancer des Américaines. Donc finalement, après on a travaillé ensemble. C'est dommage qu'il soit parti trop tôt parce qu'on avait du bon boulot. Et c'est avec lui que je me suis encore plus impliquée dans les questions d'environnement et surtout dans la question de comment traduire la science pour agir. Donc voilà, ça c'était David Servan-Schreiber. Avec son bouquin, alors évidemment, lui, il publie dans 12 langues, je crois que ça a été traduit au total, il a eu un impact significatif sur la santé des populations. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes en particulier, mais aussi d'hommes, qui lui doivent la vie. Donc, David se préoccupait énormément de l'alimentation, puisqu'il a écrit un livre là-dessus, il a fait des tas de conférences. Et en fait, ces recommandations auxquelles j'ai participé sont des recommandations de bon sens, quelque part, tout simples, pour dire ce que vous le savez aussi bien que moi, voire mieux, d'éviter un excès calorique. Je pense que ça a été la grande pathologie du XXe siècle, continuer à manger comme nos grands-parents qui étaient paysans, mais en restant devant un écran d'ordinateur et en roulant en voiture, sans jamais marcher. Donc une épidémie d'obésité. Or, l'obésité fait le lit du cancer. Les personnes obèses vont faire plus de cancers. Cancer de la prostate chez l'homme, cancer du sein chez la femme au-delà de la ménopause, cancer de l'endomètre, du corps de l'utérus, etc. Donc, déjà, essayer de se modérer, d'avoir une alimentation frugale, c'est un grand point positif pour le cancer, mais pour aussi toutes les maladies cardio-cérébrovasculaires et pour les maladies métaboliques, en particulier le diabète, qui explose là aussi dans beaucoup de pays du monde. Et un régime qui est excellent, c'est le régime méditerranéen, qui est riche en fruits, légumes, du poisson plutôt que de la viande, l'huile d'olive, etc. Et aussi certains régimes asiatiques, on le voit pour pas mal de cancers, avec le régime au Japon ou en Chine, le régime traditionnel avant qu'il ne soit envahi par les fast-foods. Donc, tout simplement, pour être en forme, il faut éviter de manger trop gras, surtout des matières grasses d'origine animale. Les gras végétaux, c'est pas la même chose. Donc, vous pouvez manger des avocats et prendre de l'huile d'olive. Trop sucré. Alors, le sucre, on en parle beaucoup moins que des matières grasses. Or, il joue un rôle majeur. Et finalement, en expérimentation animale, des régimes très sucrés, ce sont de très bons promoteurs du cancer chez l'animal. Trop salé et trop préparé. Donc David avait défini une assiette anti-cancer, donc maintenant pourrait être modifiée évidemment, mais où il y avait les grands principes qui ont été illustrés même ce matin et dont je pense aussi l'orateur suivant parlera pour le Maroc, privilégier le poisson plutôt que la viande, c'est une bonne source d'oméga 3, le quinoa, les céréales multigrains, etc. Un mot sur l'ail. L'ail et les plantes de la même famille, c'est un des éléments pour lequel il y a eu suffisamment d'évidence scientifique pour qu'il soit classé par le CIRC,
qui classe les produits comme cancérogènes, mais qui a eu aussi pendant un certain temps une série sur les facteurs protecteurs du cancer, et l'ail est un des éléments qui apparaît. En plus aussi, c'est un très bon l'anti-hypertenseur, donc c'est un très bon produit. Le curcuma, le thym, le romarin, etc. Être attentif ensuite au mode de cuisson, éviter de griller au barbecue les viandes, parce que ça entraîne la formation de composés qui sont cancérigènes, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Et faire attention dans quel récipient on fonctionne, mais ça nous amène déjà vers les contaminants. Donc ce qu'il faut, c'est privilégier finalement les aliments naturels et éviter les préparations industrielles. Alors, ça dépend comment elles sont faites. Il peut y avoir des préparations industrielles bio, mais faire attention dans les préparations conventionnelles du commerce, c'est difficile. Donc le bio dans tout ça, déjà je trouve que, moi je préfère le terme anglais de organic food plutôt que biofood, parce que organique, ça s'oppose mieux, à mon avis, au terme de synthétique. Donc finalement, je trouve que c'est plus clair que bio, en français, je ne sais pas trop à quoi on l'oppose. Conventionnel, industriel. Chimique. Oui, c'est une façon. De toute façon, la définition de l'alimentation bio, comme je dis après, ce sont des aliments qui doivent être produits et préparés sans adjonction de composés chimiques industriels, voilà, parce qu'il y a aussi la chimie des produits naturels, et qui n'ont pas été contaminés ni au stade de la production, ni au stade de la préparation avant la consommation. Donc, c'est-à-dire éviter tous les résidus d'intrants chimiques utilisés pour les cultures, certains engrais, les résidus de pesticides, et pas de conservateurs, colorants, exhausteurs du goût, liants, agents de saveur, édulcorants, et certainement il en manque, de nature de chimie de synthèse. Donc c'est éviter d'ajouter des choses qui n'ont pas leur présence nécessaire dans nos aliments. Ensuite, on a également rajouté là l'exclusion des organismes génétiquement modifiés, les OGM, ou par des moyens chimiques ou autres, ça peut être par des radiations. On va modifier le génome de plantes, voire d'animaux, puisque maintenant on fabrique des moustiques transgéniques, stériles. Et donc finalement, ce qu'est une alimentation, une agriculture bio, c'est c'est une agriculture qui est respectueuse de la nature des végétaux, des animaux, les abeilles, notamment, de l'environnement en général, notamment la contamination des nappes phréatiques, qui respecte la vie par opposition aux pesticides ou aux produits biocides en général, qui portent bien leur nom. Donc c'est pour ça que l'industrie n'aime pas les appeler des biocides ou des pesticides, mais parle de produits phytosanitaires, donc pour la santé des plantes, mais en fait ce sont des produits cides. Cides sont des produits qui entraînent la mort. Alors évidemment, d'organismes considérés comme indésirables, mais les autres peuvent aussi en subir les conséquences. Donc, pourquoi éviter ces produits de synthèse ? Parce que leur toxicité, pour pas mal d'entre eux, a été prouvée. Alors, de façon différente selon les produits, comme il y a des milliers et des millions de produits chimiques qui existent, évidemment, ils ne vont pas tous se comporter de la même façon. Certains vont entraîner des problèmes neurologiques. On voit apparaître les maladies de Parkinson, des scléroses en plaques, d'autres pathologies, maladies de Charcot, des problèmes neurologiques. D'autres vont entraîner des problèmes urinaires, ou plutôt néphrotoxiques, c'est le rein qui est touché, notamment avec pas mal de pesticides. Des problèmes hépatiques, or le foie, c'est notre usine à détoxifier tout ce qui rentre dans notre corps, donc évidemment c'est dramatique, digestif, et des troubles pour la reproduction, avec éventuellement, pour certains d'entre eux, même des effets transgénérationnels, donc chez la personne exposée, mais également pour une femme, les enfants qu'elle porte, voire pour les petits-enfants, avec certains produits hormonaux, ça a été bien démontré. Et pour un certain nombre de ces produits, leur cancérogénicité a été démontrée. Alors il y a 3 points qu'il faut garder à l'esprit quand on regarde cela. La dose, parce qu'on va nous dire que ce sont des doses faibles, oui peut-être, mais faibles de multiples produits, de produits qui souvent
ne s'élimine pas facilement, puisqu'on parle de polluants organiques persistants, ça reste, en particulier dans nos tissus adipeux, dans nos cellules graisseuses. Donc l'effet va être prolongé tout au long de la vie. Il démarre au moment de la conception et il dure même après la mort, mais après c'est un peu moins grave, donc il va durer toute la vie. Et avec la possibilité d'interaction. Comme je dirais dans une diapo après, 1 + 1, ça ne fait pas toujours 2, ça peut faire beaucoup plus. Et enfin, la dernière notion qui est très importante, c'est que nous ne sommes pas tous vulnérables de la même façon à ces produits chimiques, et pour chacun d'entre nous, la vulnérabilité varie en fonction de notre âge, de la période dans laquelle on est. Donc on le reverra. Alors comment démontrer la cancérogénicité d'une nouvelle substance ? Il y a l'industrie X qui propose un nouveau pesticide ou un nouveau colorant pour que les glaces, les crèmes glacées, elles soient bleues au lieu d'être blanches. Si on attend la réponse de l'épidémiologie, surtout en termes de cancer, il faut des dizaines d'années pour faire un cancer. Heureusement, c'est plutôt, mais parfois c'est très rapide. Il y a des cas de cancer néonataux à la naissance, mais c'est rare. Donc les études épidémiologiques, elles viendront plus tard, mais elles viendront 30 ans après. C'est-à-dire, là on pourra dire, ah, c'était vrai, c'était bien un cancérogène. Mais pendant ce temps-là, il y a des centaines de morts, des milliers de morts qui auront eu lieu. Les autres sont les études in vitro sur des systèmes cellulaires. Donc là, c'est facile, on met des cellules en culture humaine et on regarde si leur acide nucléique, leur ADN, va être modifié. Parfois ça marche, parfois on ne voit rien. Donc ça ne suffit pas. Mais c'est utile pour apporter aussi des informations sur le mécanisme d'action. Et donc la troisième et dernière possibilité, ce sont les études expérimentales chez les animaux de laboratoire. Alors je sais que ça, c'est un sujet controversé. Certains considèrent qu'on ne doit pas faire mourir des animaux. Je connais des produits cosmétiques qui mettent comme publicité non testé chez l'animal. Personnellement, ça ne me rassure pas, parce que non testé chez l'animal, ça veut dire que le cobaye, ça va être l'être humain. Les soi-disant volontaires sains dans les essais de cosmétiques sont des gens qui sont payés pour ça, donc leur motivation, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens de vivre. Donc, les études chez l'animal de laboratoire, même si je fais partie de la Société protectrice des animaux, elles sont indispensables pour prévoir ce qui se passe chez l'être humain. Parce que, bien sûr, on n'est pas des petites souris, mais au fond, on n'est pas tellement différents. Donc j'ai pris un seul exemple, parce que c'est le seul qui a été comme aliment évalué par le Centre international de recherche sur le cancer, et c'est récent, puisque c'est d'octobre 2015, qui ont classé les viandes rouges et la charcuterie parmi les cancérigènes. En particulier la charcuterie, ce qui en anglais est processed food, alimentation préparée, et les plats préparés, mais c'est surtout les hot dogs, les choses de ce style, bacon. Voilà. Était classé dans le niveau le plus élevé d'évidence scientifique concernant le cancer. Donc on est sûr qu'une consommation importante de charcuterie, 50 grammes par jour, c'est pas beaucoup, hein, c'est un hot dog, ça augmente le risque de cancer colorectal d'à peu près 18%. Donc c'est un vrai cancérogène. Évidemment, ils n'ont pas abordé la question de qu'est-ce que c'est qui est cancérogène et qu'est-ce qu'il y a comme composé dans ces hot dogs, notamment les colorants pour la peau, etc. Donc ça, c'est dommage. Et même la viande rouge elle-même a été classée comme un cancérogène probable, parce que là aussi, les sujets qui ont une consommation importante de viande rouge ont un risque augmenté de cancer colorectal, de cancer du pancréas et de cancer de la prostate. Donc c'était la première fois qu'il y avait des aliments qui étaient classés là. Le café avait déjà été évalué, l'alcool, mais aliments, c'était les premiers, alors que le programme existe depuis 1976. Donc je vais juste illustrer avec quelques dossiers sur lesquels j'ai travaillé, rapidement, pour vous montrer les difficultés que l'on a, mais le fait que ces difficultés ne devraient pas nous empêcher d'agir. Donc le premier exemple, c'est la viande aux hormones. J'ai travaillé là-dessus de 1998 à 2012, donc c'est une longue période, parce qu'il y avait un désaccord économique
entre les États-Unis et le Canada d'un côté et l'Europe, parce que l'Europe refusait l'importation de la viande de bœuf lorsque l'animal avait été traité comme promoteur de croissance par des hormones naturelles, l'œstradiol 17-bêta, qui est une hormone naturelle, la progestérone, la testostérone, selon le sexe de l'animal. En général, on donne les hormones femelles aux mâles et des hormones mâles aux femelles, ça leur fait prendre plus de poids, et des produits de synthèse. Et la question a été posée de savoir est-ce que cela a des effets néfastes sur la santé humaine, en termes de cancer, en termes d'immunité et en termes de développement. Donc on a bossé là-dessus, mais c'était extrêmement difficile, parce que comment vous allez voir si les quelques microgrammes supplémentaires qui vont se retrouver dans une viande qui vient d'un animal traité par rapport à un autre animal non traité va augmenter le risque de cancer. Et en fait, les Nord-Américains voulaient qu'on réponde à la question de savoir est-ce qu'il y a une augmentation du risque de cancer supérieure ou non à 1 cas supplémentaire par million. Et ça, c'est impossible d'y répondre, on n'y répondra jamais, parce que c'est une trop petite différence, on ne peut pas la mesurer, et qu'il faudrait que tous les autres facteurs soient les mêmes. Or, ce n'est pas le cas. Les gens ne diffèrent pas seulement dans leur consommation de viande. Et en fait, la seule raison pour laquelle il y a eu tout ce débat, c'est qu'il y avait des intérêts commerciaux. En fait, des intérêts commerciaux qui étaient tout petits, parce que le marché européen n'est pas un grand marché pour les États-Unis en termes de viande, on n'en achète pas beaucoup, mais c'était une question de principe, parce que les Américains disaient si les Européens disent que c'est dangereux, il y a des gens chez nous qui vont les croire, et c'est un problème. Donc on ne peut pas laisser dire qu'il y a un danger. Donc on a analysé des milliers de pages, mais j'en avais des armoires entières, pendant 15 ans, pour essayer de mettre ensemble tous les éléments. Et là, c'est le type d'éléments aussi qu'on devrait faire pour comparer l'alimentation bio et non bio. Mais c'est extrêmement difficile. Finalement, on a utilisé des données indirectes, la cartographie des cancers. On voit qu'il y en avait quand même plus aux États-Unis qu'en Europe, là où la consommation de viande était plus importante, avec des pays comme d'Amérique du Sud, notamment l'Argentine, qui est un énorme producteur bovin et qui a des taux de cancer qui étaient beaucoup plus élevés par rapport à son niveau de développement économique. Et puis aussi, on a regardé des données sur la puberté précoce, parce que ça, c'était quelque chose qui sensibilisait davantage les gens que le cancer, un peu plus ou un peu moins quand on est vieux, bof. Tandis que le fait de voir des gamines qui ont l'âge aux premières règles, qui descend sans arrêt, qui arrivent à 8 ans, avant, c'était du temps de nos grands-mères, c'était 16 ans, 18 ans. Est-ce que c'est dangereux? Oui, ça a des effets néfastes pour le reste de leur vie, ou de voir des petits garçons qui développent des seins. Donc on a regardé aussi ces données, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-unes. Et puis, toutes les études expérimentales où on a utilisé toutes ces hormones en quantité variable sur des animaux d'expérience pour voir si ça entraînait le cancer. Et qui ont redémontré que, bien sûr, que l'œstradiol, c'est un cancérogène reconnu, il n'y a pas de doute. Alors, on a essayé d'être très prudent parce que tout est utilisé contre vous, donc ça, il faut le faire. Par exemple, quand il y avait les confrontations d'experts Europe, États-Unis, Canada, tous les experts européens, je crois qu'il y avait été à 4 ou 5, on avait tous été formés avec un PhD américain, si possible de grandes universités, pour qu'ils ne puissent pas dire « Ah, mais ceux-là, ils ne savent pas de quoi ils parlent ». Donc il faut bien choisir ses interlocuteurs, entourés par des panels d'avocats. Et tout ça, ça a duré des années et des années, pour finalement, un jour, arriver à une dernière confrontation, on ne savait pas que ça allait être la dernière, de deux positions qui sont totalement antagonistes. Les Nord-Américains qui disaient le risque est négligeable, donc on ne fait rien. Et les Européens où on a réussi à se battre, et ça je pense qu'il faudra l'utiliser dans beaucoup d'autres combats, sur la notion d'un risque potentiel, donc on ne disait même pas qu'il était avéré parce qu'on n'avait pas de données suffisamment fortes, mais qui va s'appliquer à toute la population parce que tout le monde mange, ou à peu près. Et que les personnes n'ont aucun bénéfice. Alors, les Américains nous ont rétorqué que la viande qui provenait d'animaux traités était moins chère, donc on pouvait en manger plus. On a considéré que ça, ce n'était pas un grand avantage pour la santé.
Et donc, au nom de ce risque potentiel, nous avons plaidé le principe de précaution. Et finalement, un jour, ça a marché. Je pense parce qu'il y avait dans le jury de l'Organisation mondiale du commerce une femme d'Uruguay qui a été très sensible aux questions, notamment sur la puberté. Et finalement, après plus de 20 ans de controverse, l'Europe n'a plus à payer des millions d'euros qu'elle payait chaque année comme amende pour entrave à la libre circulation des marchandises. Et ça, c'est une notion très importante parce qu'on peut l'appliquer pour beaucoup d'autres produits qui circulent à travers les frontières, ce sera ma conclusion après. Alors, est-ce qu'il y a d'autres produits qui se comportent de la même façon? C'est tous les perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien? C'est tout ce qui va agir sur notre système hormonal, au niveau du thalamus, au niveau de la glande pituitaire, au niveau des surrénales, de la thyroïde, des hormones sexuelles, peu importe. Et il y en a beaucoup, comme contaminants de matières plastiques, produits anti-adhésion, anti-incendie, et notamment les pesticides. Donc là, qu'est-ce qu'il faut reconnaître dans ces composés? Une chose principale, c'est que, contrairement à ce que disait Paracelse c'est un grand nom de la toxicologie, la dose fait le poison. Pour les perturbateurs endocriniens, la dose ne fait pas le poison. Donc, plus la dose est élevée, il n'y a pas forcément une augmentation de risque, mais on voit une augmentation de risque déjà à des doses extraordinairement faibles, en particulier lorsque, pour les perturbateurs endocriniens, elles interviennent chez le fœtus, un organisme en développement, autour de la période pubertaire, je vous ai parlé des problèmes de puberté précoce, et chez la femme autour de la ménopause. Donc cela joue un rôle majeur pour les cancers hormonodépendants, la prostate, le sein. Or, ce sont les cancers les plus fréquents, y compris maintenant au Maroc. Donc au niveau mondial, c'est encore le cancer du poumon qui est le premier, mais il est suivi de très près par le cancer de la prostate. Donc évidemment, peut-être que toutes ces expositions à des centaines de substances sont responsables, en particulier, d'une fraction de l'augmentation de ces cancers. Alors en ce moment, il y a un énorme débat au niveau européen sur qu'est-ce qu'est un perturbateur endocrinien et la notion de puissance. On dit non, c'est pas parce qu'il est plus ou moins fort, ça peut pas être mesuré comme pour les produits chimiques traditionnels. Après, j'ai mis les nanoparticules. Ça, c'est un mot qui n'a pas été encore prononcé aujourd'hui, que l'on retrouve dans un certain nombre de produits, les peintures, les textiles, etc. Si vous voulez avoir des chaussettes que vous pouvez garder une semaine sans les laver, il y a des nanoparticules. Mais on les trouve aussi dans l'alimentation, en particulier dans l'alimentation fluide ou épaisse, les yaourts, les crèmes, les sauces, les cafés, etc. Alors pour l'instant, on n'a pas de données épidémiologiques sur le risque pour la santé humaine, parce que c'est trop récent. Mais ce que l'on sait, c'est que quelle que soit la voie d'introduction, y compris digestive, quand vous mangez un yaourt, ces microparticules, ces nanoparticules vont traverser toutes les barrières et on en retrouve même dans le cerveau. Donc il y a une diffusion qui est extrêmement vaste et on sait bien que des choses dures qui se mettent dans nos poumons, c'est l'histoire de l'amiante, il faut 40 ans, mais après on voit apparaître des mésothéliums. Est-ce que les nanoparticules sont l'amiante de demain ? On ne sait pas. En attendant, comment est-ce qu'on peut indiquer leur présence? Donc là aussi, il y a des décisions au niveau européen pour qu'il y ait écrit nano, quelque chose de compréhensible, mais en fait, il y a plusieurs nanoparticules qui apparaissent comme E170, E171, E172. Ça parle pas. On ne sait pas que c'est des nanos. Donc là aussi, c'est quelque chose auquel, en particulier l'alimentation bio, devra prêter une grande attention. Parce que dans les cosmétiques aussi, il y en a, notamment tous les produits solaires, c'est absolument incroyable. Après, un mot sur les OGM et les produits liés. Donc là, j'y ai travaillé en tant que membre du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies. En France, c'est un conseil qui est censé donner des opinions sur les biotechnologies. Le problème, c'est qu'il y a une quarantaine de membres et que beaucoup ont des conflits d'intérêts. Beaucoup sont des gens qui ont travaillé pour Monsanto ou pour les fabricants de semences, les plantes, etc. Donc il y a quand même une vaste majorité qui a un certain conflit d'intérêts.
Donc là, on a eu des discussions très difficiles au moment où Gilles-Éric Serralini a sorti une étude où il a regardé chez le rat quel était le rôle de l'exposition au maïs OGM, non traité par rien du tout, traité par le glyphosate, c'est le Roundup, ou du glyphosate seul chez le rat. Et il a montré une augmentation de la mortalité globale, du risque de tumeurs, en particulier hormonodépendantes dans cette étude, et aussi de graves problèmes rénaux chez ces rats traités. Alors cette étude a été démontée, mise en pièces, critiquée. Elle avait l'avantage absolument extraordinaire, elle le gardera toujours, d'être la première étude où ils ont exposé les rats pendant 2 ans, c'est-à-dire leur vie entière, comme l'humain est exposé pendant la vie entière. Parce que si on mange des OGM, on en mange là aussi depuis le ventre de notre mère jusqu'à la tombe. Donc c'est ce type d'études qu'il faut. Et malheureusement, ce type d'études, on ne veut pas le faire. Elles n'ont pas été faites au niveau européen. On a des études qui ont été faites par les fabricants d'OGM eux-mêmes, donc évidemment qui tendent à être plutôt rassurantes, parce qu'ils n'exposent les souris que il y en a 14 jours, 30 jours, 90 jours, mais c'est trop tôt pour le risque de cancer. Il faut faire plus long. Et là aussi, il y a absolument besoin de données. Ce qu'il faut savoir sur le glyphosate en particulier, c'est qu'on estime qu'il est présent dans plus de 750 produits dans le monde. Donc il est l'herbicide le plus répandu de la planète, avec, là encore, une notion de cancérogène probable. On n'a pas beaucoup de données chez l'homme, donc il ne peut pas être en groupe 1, 2A. Mais en même temps, l'Autorité européenne de sécurité des aliments dit non, il n'y a pas de cancer. Alors pourquoi il y en a qui disent il y a un risque et d'autres qui disent il n'y en a pas? Comme je l'ai dit, parce que les études qu'ils ont pris en compte n'étaient pas les mêmes. Au cirque, pour qu'une étude soit évaluée, il faut qu'elle ait été publiée dans des journaux scientifiques à comité de lecture. Donc on rejette les études qui sont faites par l'industrie elle-même pour ses propres produits. Et puis ensuite, la façon d'évaluer est différente, donc elle est plus stricte, et on a montré que le glyphosate, donc plusieurs études, cas témoins, quand on compare des sujets avec des lymphomes non-hodgkiniens versus des personnes qui n'ont pas de cancer, notamment chez les agriculteurs, il y a un risque accru de cancer avec l'utilisation du Roundup. Donc c'est pas fini, c'est une histoire qui continue, mais là aussi on a intérêt à être très vigilant. Pour terminer, ce qui vous intéresse le plus, sans doute, quid des résidus de pesticides dans l'alimentation? On estime que dans un repas normal avec une nourriture conventionnelle, il y a à peu près 21 résidus de pesticides différents. Et donc, souvent, chaque pesticide ne dépasse pas une limite tolérée, sinon il ne serait pas mis sur le marché, l'aliment ne serait pas mis sur le marché. Mais le problème, c'est que quand vous avez 20 produits ou plus dans une même assiette, évidemment, il y a la possibilité d'interaction. Et ça, pour le moment, ce n'est pas évalué de façon correcte. Pour le faire, je pense qu'il faudrait de nouveau des études chez l'animal, parce que chez l'être humain, ça prendra trop de temps. Et il y a des études comme ça qui sont en cours, même sur le point de sortir, si elles sont peut-être même sorties, notamment à Toulouse, à l'INRA, où ils ont exposé les rats comme l'être humain dans leur alimentation, avec des résidus adaptés, évidemment, en fonction de la dose, au poids de l'animal, pour voir ce que ça va donner. Et ça pourra changer beaucoup de choses. Pour l'être humain, on va étudier 3 types de personnes. Les personnes que, a priori, on considère comme les plus exposées, qui sont les ouvriers qui vont fabriquer en usine les pesticides. Mais il faut faire attention, parce que finalement, en usine, il y a des procédés qui sont utilisés, parfois en vase clos, etc. Et les gens savent qu'ils manipulent des produits dangereux, donc il y a une attention qui est portée à ces problèmes. Donc c'est pas évident que ce soit eux vraiment les plus exposés. Et les plus exposés, ça va être le niveau intermédiaire, ça va être celui qui va mettre le pesticide dans une bonbonne dans son dos et qui va aller pulvériser ses cultures. Parce que là,
il n'y a pas, le plus souvent, enfin ça dépend des pays, une éducation de l'agriculteur à une utilisation prudente de ces produits. Et l'agriculteur va être le premier concerné. Et en fait, les études qui ont été faites pour le glyphosate notamment montrent que ce sont eux qui font plus de lymphome que les autres. Après, essayer de faire des études au niveau du voisinage, là c'est l'histoire maintenant qui fait beaucoup de bruit à Bordeaux des enfants qui sont dans des écoles au milieu des vignes et qui sont exposés quand il y a la pulvérisation des vignes pour interdire ces pulvérisations au moment de la présence des enfants, pour mettre des barrières, pour respecter une certaine distance, etc. Mais là, c'est plus difficile à évaluer au niveau des effets sanitaires. Mais ce que l'on sait, c'est que si on regarde les cheveux de ces gamins, les cheveux, c'est pas invasif, hein, donc c'est pas une prise de sang, on retrouve des traces de pesticides, y compris parfois de produits interdits, donc ils sont exposés. On a déjà cette notion. Pour les études en population de consommateurs, donc là ceux qui mangent, on a extrêmement peu de données parce que en fait les études n'ont pas été effectuées. Donc là c'est ce qui a été effectué, c'est ce que je viens de vous dire. Donc à la question et si on mange bio, est-ce qu'on a moins de cancer? Comme je vous l'ai dit en introduction, et je le répète, on n'a pas posé la question. Il y a une étude, et je me disais, mais c'est pas possible, j'ai mal fait mon travail, donc j'ai téléphoné de nouveau à quelqu'un qui bosse vraiment sur la nutrition. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu connais comme étude? Il m'a dit, j'en connais qu'une. Je dis, oui, la Million Women Study. Oui, il y a une étude qui a été faite en Angleterre où ce que des femmes, puisque c'était une étude au départ essentiellement pour évaluer les contraceptifs oraux, le traitement de la ménopause, etc. Là, ils ont rajouté dès 2003, donc ils ont été les premiers, une question en disant est-ce que vous consommez systématiquement, le plus souvent, parfois jamais, des produits biologiques. Et les femmes qui ont dit être des consommatrices habituelles ou systématiques de bio, elles n'ont pas moins de cancers dans leur ensemble, mais par exemple pour les lymphomes non-hodgkiniens, qui sont ceux qu'on lie le plus facilement avec les pesticides, elles avaient une protection, elles en avaient à peu près 30% de moins. Donc c'est indirectement un signe. Après, il y a l'étude de Harvard sur les infirmières, the Nurses Health Study, qui après est devenue the Health Professional, donc rajouter les hommes aussi, qui ont trouvé un risque accru de diabète, pour l'instant, chez les femmes qui avaient des taux élevés de polluants organiques persistants dans leur organisme. Or, la source, c'était bien entendu l'alimentation. Donc, il n'y avait pas de question de poser, mais il y a des marqueurs. Donc, moi, je pense qu'en tant qu'épidémiologiste, je vais réessayer de me battre pour le fait qu'il faut quand même essayer, dans les études qui existent, d'obtenir l'analyse des données, parce que, donc une diapo, c'est pas grave, il y a des études qui ont des biobanques, donc qui ont stocké depuis 20 ans des échantillons biologiques. En général, du sang, c'est pas le mieux, il vaudrait mieux qu'il y ait du tissu adipeux, mais on doit pouvoir chercher des marqueurs d'exposition pour dire que les gens qui, il y a 20 ans, avaient plus en particulier de certains pesticides dans leur organisme, sont ceux qui ensuite ont fait plus de cancer. Donc ça, on devrait pouvoir le faire. Mais même, on n'a pas besoin d'attendre des preuves épidémiologiques irréfutables, parce que si on attend cela, on va attendre des dizaines d'années. Et je prends un vieil exemple, celui-là c'est pas sur les pesticides, John Snow. John Snow, c'était un médecin statisticien, on va dire, de son époque, au XVIIIe siècle, qui vivait à Londres, qui était confronté à l'époque par une épidémie de choléra. Et on lui avait demandé d'essayer de comprendre pourquoi il y avait eu choléra. Donc, il a fait une cartographie de Londres à la main, avec des points chaque fois qu'il y avait un décès par choléra. Puis il a regardé ces cartes, et il s'est dit, mais finalement, ils sont centrés autour d'une pompe de Broad Street. Et il a dit, si on enlevait la poignée de la pompe qui puisait l'eau dans la Tamise. Donc ils ont enlevé la poignée de la pompe et on a vu diminuer petit à petit le choléra. Alors en termes modernes, on peut dire que John Snow, il a agi en fonction du principe de précaution. Parce qu'à l'époque, à son époque, on ne savait pas.
que le choléra a été transmis par le vibrio cholérae et a été isolé après. Donc, on n'avait pas de preuve de l'origine hydrique. Mais il s'est dit, bon, on va essayer ça, et ça a marché. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse la même chose avec les produits pour lesquels on a une suspicion de cancérogénicité, on a des données de toxicité. Eh bien, sur cette base seule, on doit essayer d'agir. Alors, comment est-ce qu'on va agir? Moi, je crois aussi quand même à la voie réglementaire et législative, parce que ça a été essayé, ça a marché, on fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Et j'ai pris comme exemple la clause Delaney qui a été passée aux États-Unis en 1958, où il était écrit qu'il était interdit d'introduire dans l'alimentation tout composé cancérigène, et quelle que soit la dose. Donc c'était très clair. Malheureusement, ça a été mal appliqué, et finalement, ça a été révoqué 30 ans plus tard, alors que c'était une bonne mesure. Donc, parfois, on peut quand même essayer de s'appuyer sur les législations. Et je pense qu'il faut avoir des législations et des réglementations nationales, ça fait pas de mal, il faut les faire évoluer au fil du temps, en particulier pour certains pesticides. Après, on peut s'appuyer sur des résolutions d'instances internationales, comme le Sommet de la Terre, où il est dit qu'il faut utiliser le principe de précaution, pas seulement pour la santé, mais aussi pour la planète, quand il y a des doutes d'un risque qui peut être important, parce qu'il va s'appliquer à l'ensemble des êtres vivants, humains, animaux et autres. Évidemment, ça vaut la peine de le faire, et il encourage la participation des citoyens. Donc ça, après, Michel vous dira plus de choses là-dessus. Et puis, il y a des conventions internationales, et j'en cite qu'une, qui est la Convention de Stockholm, qui vise à interdire ou réglementer les 12 pires substances, dont un pesticide. Alors, depuis 2001, on a rajouté quelques produits. Il y en a à peu près 20 à 30. Mais évidemment, 20 à 30 produits, qu'est-ce que c'est? C'est une goutte d'eau dans un océan de polluants. Mais c'est mieux que rien, parce que ça peut servir d'exemple, et donc ça vaut la peine. Parce que, en tant qu'épidémiologiste, moi, comme je vous l'ai dit, tout ce que je peux recommander, c'est de dire à mes collègues, mettez quand même une question sur l'alimentation bio. On m'écoute pas beaucoup, mais bon, une question, ça coûte pas cher. Puis de temps en temps, quand même, cette nana, elle a de bonnes idées, donc on va peut-être mettre une question bio. Peut-être que ça donnera quelque chose. Et puis, utiliser les banques, ça je l'ai dit, et en privilégiant en particulier les études chez l'enfant et chez le fœtus, en démarrant dès la grossesse, pour suivre ces gamins dans le temps, parce que déjà, à l'âge de la puberté, on verra des effets en fonction d'un certain nombre de polluants. Il y a quelques études qui sont en cours. En tant que médecin, je recommanderais une alimentation sobre et saine, donc je serai très, très simple, de préférence bio, bien sûr, et pour tout le monde, aussi bien pour les gens qui sont déjà malades que pour ceux qui ne le sont pas, pour les garder en bonne santé, accompagné de toute une bonne hygiène de vie, donc pas de tabac, pas d'alcool ou très peu, de l'exercice physique, du sommeil, etc. Vivre dans un environnement sain et pollué. Mais je me rends compte, quand j'écris ces 2 dernières conditions, que évidemment c'est d'une part très simple, on dirait, mais c'est extrêmement difficile, parce qu'il faut éduquer les gens pour arriver à cela. Puis parce qu'on n'a pas, il faut être réaliste. Le gars qui vit dans son bidonville en Haïti, lui dire de vivre dans un environnement sain et non pollué, c'est difficile, on n'y arrivera pas. Donc il faut vraiment essayer de mettre en route une démarche pour arriver à cela. Et mon problème, c'est que je voudrais que cela, ça se déroule à ça s'applique à toute la planète. Alors je sais que hier, Slim disait qu'il ne faut pas vouloir changer toute la planète, ou le monde, pas tout de suite, voilà. Mais si on n'arrête pas de le répéter, je pense que ça arrivera encore moins. Et personnellement, moi je trouve qu'il est particulièrement non éthique d'avoir des différences en fonction des niveaux économiques des individus, des conditions sociales. Tout le monde devrait avoir le droit à la santé, c'est un droit inaliénable, et donc on doit se battre pour que tout le monde l'ait. Aussi parce qu'on n'arrivera pas à protéger juste des groupes ciblés.
même si vous habitez dans le plus beau coin de la planète, vous ne mangez que bio, etc., il y a les nuages qui vont passer au-dessus de votre tête. Et par exemple, les PCB qui sont produits quand vous faites brûler des vieux appareils d'informatique, des vieux ordinateurs, etc. Alors ça, on l'a balancé plus au sud que le Maroc, en Afrique. Mais après, il y a eu un navire de l'Union européenne qui a suivi les côtes de l'Afrique et qui prenait des échantillons d'air, mais on les retrouve, ces PCB, dans l'atmosphère, et les nuages, ils reviennent chez nous. Donc ça sert à rien qu'on les envoie être détruits ailleurs, parce que ça revient. Donc finalement, on est tous concernés. Le dernier point que je ferai, c'est sur la question, ça c'est la question que je pose à mes politiques, qui apprécient plus ou moins, est-ce qu'il est éthique d'exporter un produit qui est interdit chez nous? Si on interdit un produit en France, est-ce qu'on a le droit de le vendre réellement à l'étranger, dans d'autres pays? Et c'est là que des conventions comme celle de Stockholm pourraient aider s'il y avait davantage de produits qui sont faits. Parce que si c'est dangereux pour le français moyen, il n'y a pas de doute que ça le sera aussi pour l'Africain, pour le Marocain, d'autant plus que souvent les conditions d'utilisation seront encore plus mauvaises. Alors pour le moment, c'est parfaitement éthique d'exporter des produits interdits à condition de faire l'information du pays receveur. Mais bon, l'information du pays receveur, c'est quand même un vrai problème. Donc ma dernière diapo, c'est de dire qu'il faut qu'on agisse, quelle que soit notre qualité ou notre critère. Moi, je pense en tant que femme, tout simplement, il faut travailler parce qu'il y a du boulot à faire. Il faut agir et il faut parler. Donc, ça veut dire éduquer, en particulier les professionnels de santé, mais pas que, les enseignants. Parce que le futur du monde, c'est pas nous. Enfin, il y a certains parmi vous qui sont très jeunes, mais ce sont vraiment les gamins. C'est là qu'il faut commencer à les éduquer. Pour l'alimentation, pour le respect de la planète. En plus, les gamins sont très sensibles à ces notions. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et puis après, il faut aussi travailler avec des leaders d'opinion, des personnalités charismatiques. Moi, j'ai adoré travailler avec David, c'est devenu un ami. À condition qu'ils disent des bonnes choses, parce qu'il faut se méfier des leaders charismatiques qui disent des âneries, là ils peuvent être très dangereux. Et enfin, il faut travailler aussi avec les politiques et avec les dirigeants de ce monde. Alors dans dirigeants, je mets tout, y compris les multinationales, mais ça je crois que ça sera vraiment le plus difficile. Néanmoins, je pense qu'il faut le faire. Et comme je disais toujours, je faisais un jeu de mots, moi j'ai l'habitude de travailler avec l'Organisation mondiale de la santé, j'en ai fait partie, j'ai même été pendant 2 ans directeur du programme de contrôle du cancer, donc je connais, bien sûr, il faut travailler avec eux. Mais en fait, comment on a fait changer le dossier aux hormones? C'est en travaillant avec l'Organisation mondiale du commerce, parce que c'est eux qui réglementent la circulation des produits, y compris les produits les plus dangereux. Donc, comme j'ai quand même l'espoir qu'il y a une éthique de toutes les personnes à des degrés divers, il faut travailler avec eux. Et puis ensuite, il faut travailler avec les gouvernements, chacun le sien, pour dire que c'est effectivement le rôle du gouvernement de protéger ces populations. C'est pas du paternalisme. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils décident de protéger leur population. Si un produit dangereux n'existe pas dans leur pays, ne pas accepter l'importation. Et ensuite, le dernier truc, c'est ne pas se tromper dans nos demandes. Parce que bon, travailler avec les gouvernements, déjà, ça sera difficile, mais je pense qu'on peut le faire. Et là, il y a une grande proposition qui peut coûter extrêmement cher dans les années à venir, c'est de dire on va faire une organisation mondiale de l'environnement. L'organisation mondiale, c'est bien, pourquoi pas une de plus? Moi, j'en ai parlé avec Alain Juppé, j'ai dit, moi, je suis pas pour. Parce que les organismes des Nations Unies, je connais, j'y ai travaillé, pas en tant que, d'ailleurs, membre de l'Organisation des Nations Unies, c'est dommage, parce que j'aurais eu un salaire bien plus élevé, mais mis à disposition. Ce sont des organismes où il y a un petit nombre d'individus qui sont traités mieux que des rois, mais ça ne les rend pas très actifs. En fait, ça coûte très, très cher, ces organismes internationaux, pour des résultats qui sont souvent négligeables. Alors l'OMS, ça s'expliquait dans l'après-guerre.
Mais aujourd'hui, je suis pas sûre que de recréer un super institut dans une super ville quelque part de la planète où il y aura des fonctionnaires super bien payés va nous aider à résoudre les problèmes. Il faut le faire de façon locale, mais en réseau. Donc c'est pour ça que j'aime bien les notions de réseau, je les ai défendues en France il y a longtemps. C'est, je crois, la clé du problème. Il faut que tous ensemble, scientifiques, citoyens, médecins, enseignants, n'importe, armés, n'importe qui, tout le monde décide de faire quelque chose et de jouer, d'aller dans un sens commun, et peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Donc, est-ce qu'on a une obligation de résultat ? Là, c'est une citation de Bertolt Brecht que j'aime beaucoup, donc je la sors de temps en temps, qui dit « Lorsque vous quitterez le monde à votre tour, n'ayez pas comme souci d'avoir été bon, cela ne suffit pas, quitter un monde bon. » Alors je me rends compte qu'évidemment, ça met la barrière très 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 haut, mais je pense que c'est vraiment dans cette direction qu'il faut aller. On ne se bat pas seulement pour nous, mais pour les autres, pour ceux qui seront là demain, parce que je pense qu'on le doit. On doit sauver cette planète qui nous a été donnée. Et puis, comme je suis passée par les États-Unis, je dirais « Yes, we can », comme Barack Obama. Je pense qu'on peut aller dans la bonne direction. Après, Inch'Allah. C'est ce que j'allais dire, hein, si Dieu le veut.